Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, force est de constater que la CAQ ne s'occupe pas de notre monde, ne s'occupe pas, entre autres, de nos jeunes vulnérables. Avec le drame de la fillette de Granby en 2019, le premier ministre avait déclaré en mai 2019, à l'annonce du lancement de la commission Laurent, ce qui suit nous a tous fortement émus. Plusieurs questions et préoccupations envers l'efficacité du système et protection de la jeunesse. Fin de la citation. Il avait ciblé l'inefficacité du système et voulait s'y attaquer. Le rapport a été déposé, Madame la Présidente, en 2021. Ça fait 3 ans. Et quels sont les résultats? On voit que partout dans le réseau, il y a des cas inacceptables. Dans les 20 derniers jours, le 9 octobre, Mauricie Centre du Québec, sous tutelle, faux rapport déposé au tribunal, évaluation incomplète, droits des enfants brimés. Semaine dernière, Cité des Prairies, pendant 2 ans, 9 éducatrices qui aujourd'hui sont suspendues ou congédiées ont fait des inconduites sexuelles envers 5 mineurs. Lundi, en Montérégie, 3 employés ont démissionné en raison de comportements inappropriés de nature sexuelle sur des événements qui remontaient à 2019, Madame la Présidente. Face à cela, on a un ministre responsable dans le titre des services sociaux qui s'insurge, mais qui n'agit pas en amont. Le comité de suivi de la commission Laurent a exprimé ses inquiétudes face à la non-mise en place des recommandations. Quelle est la réponse du gouvernement? Quand va-t-il donner suite au rapport Laurent comme il se doit? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, quand le chef de l'opposition officielle dit « on ne s'occupe pas de nos jeunes », je lui rappelle qu'on a augmenté les budgets de la DPJ de plus de 50 %. Donc, je pense qu'il devrait corriger cette fausse affirmation, Madame la Présidente. Deuxièmement, Madame la Présidente, on a augmenté les salaires, les primes qui sont payées aux gens de la DPJ. Par contre, là où il faut calculer que ça prend un certain temps, il faut recruter des personnes, autant des intervenants que des superviseurs. Puis ça prend un certain temps pour les former. Ces gens-là doivent avoir une formation. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire on ajoute 1000, 1500, 2000 personnes. C'est ça qu'on est en train de faire. Et ils sont tous déjà formés, puis ils attendaient chez eux pour être appelés. Donc, Madame la Présidente, il y a des efforts qui sont faits. Régine Laurent elle-même a dit « ça va prendre 10 ans pour mettre en place les changements qu'on propose ». Le ministre a répondu « moi, je vais essayer de le faire en 6 ans ». Donc, Madame la Présidente, il y a des efforts qui sont faits. Il y a une nouvelle commissaire qui devrait être, pas une commissaire, mais une directrice nationale qui devrait être nommée aujourd'hui, une femme compétente. Réponse terminée. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit un terme qui est au lexique. Je vous demande de le retirer, tout simplement. Fausse affirmation. Retirez-la. Vous le retirez? Voilà. Première complémentaire. Madame la Présidente, nous sommes excessivement préoccupés pour nos jeunes vulnérables dans le réseau. Surtout quand on entend le premier ministre dire « le ministre se donne 6 ans ». Ça fait déjà 6 ans qu'il est là. Il se donne un autre 6 ans, ce qui va faire 12 ans, Madame la Présidente. Le ministre Martine Desjardins, présidente du comité de suivi, disait « une seule nouvelle recommandation semble avoir fait l'objet de travaux dans les 2 dernières années. La majorité des recommandations étiquetées urgentes doivent être mises en place. » Pourquoi ça n'a pas été fait? On ne peut pas attendre 6 ans. Réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, indirectement, le chef de l'opposition officielle vient de nous dire qu'il ne reconnaît pas la compétence de Régine Laurent, qui a dit que ça prend 10 ans. Donc, je pense que, pourtant, au Québec, tout le monde va reconnaître la grande compétence de Régine Laurent puis de toute l'équipe qui a écrit un rapport donc qui a dit que ça prend 10 ans. Maintenant, Madame la Présidente, il y a des changements qui sont faits actuellement. Il y a des embauches qui sont faites. Il faut prendre le temps de former les gens.
C'est inacceptable ce qui est arrivé dans certaines DPJ. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, allons-y voir. Régine Laurent, elle n'était pas toute seule. C'était une commission transpartisane, puis elle était loin d'être toute seule. On va citer l'ex-vice-président de la commission Laurent, André Lebon, qui disait lundi, il était toujours, parlant du ministre, toujours en mode réactif, comme s'il apprenait les choses. Ça ne se peut pas qu'il apprenne ça aujourd'hui. Le ministre lui-même, hier, a avoué qu'il rencontrait, il avait cessé de rencontrer la DPJ personnellement chaque mois. Je vais me rasseoir, j'aurais dû continuer à le faire. Reconnaît-il qu'il a manqué à son devoir? La réponse du premier ministre. Bon. Ça fait quelques fois que j'entends le chef de l'opposition remettre en question la compétence du ministre responsable des services sociaux. Je rappelle, Madame la présidente, que le ministre responsable des services sociaux est un médecin réputé internationalement qui était à l'hôpital Sainte-Justine. Je pense que tous les partis politiques au Québec auraient rêvé de l'avoir dans leur équipe. Donc, actuellement, le ministre se démène. Avec les ressources qui sont disponibles au Québec, on sait qu'il y a une augmentation importante du nombre de cas. Donc, il faut tenir compte de cette situation. Troisième complémentaire. Que le premier ministre pose dans la question si les jeunes dans le réseau qui sont abandonnés disent puis considèrent que le ministre, c'est le ministre rêvé, que c'est un rêve. Pense-t-il que le fait que ce soit un ami, comme il l'a justifié hier, ça justifie le fait qu'il soit encore ministre aujourd'hui? Il a dit c'est un ami en réponse aux journalistes, comme si c'était un critère. Le ministre n'est au courant de rien, se rend compte de rien. Et la seule solution qu'il a apportée cette semaine, c'est de congédier celle qui avait nommé tambours et trompettes 2 fois plutôt qu'une. Alors, quelle est sa part de responsabilité? Va-t-il les prendre? La réponse du premier ministre. Bon, on a vu comment le chef de l'opposition officielle traite les gens de notre parti hier. Il continue aujourd'hui. Madame la présidente, effectivement, le ministre responsable des services sociaux est un ami que je connais depuis longtemps. C'est ce qui m'a permis de le convaincre de venir en politique. On le sait que c'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui. Donc, Madame la présidente, je demande au chef de l'opposition officielle d'avoir un peu de respect pour ses collègues d'en face. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Madame la présidente. Hier, le premier ministre a réaffirmé sa confiance envers son ami, le ministre de la Protection de la jeunesse, une protection en crise depuis 6 ans sous ce gouvernement. Hier encore, il a affirmé que l'immigration était la cause de cette crise. Vraiment? Est-ce que c'est l'immigration qui a agressé des mineurs en centre jeunesse? Est-ce que c'est l'immigration qui a freiné la nomination tant attendue du commissaire au bien-être et aux droits des enfants et l'instauration d'une charte des droits? C'est scandaleux. Scandaleux d'entendre de tels propos dans cette Chambre, Madame la présidente. Le ministre endosse-t-il les paroles de son ami, le premier ministre? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la présidente. Écoutez, je remercie la députée de Robert Baldwin qui va me permettre de vous exposer l'impact des nouveaux arrivants sur la demande à la protection de la jeunesse. Et oui, elle est réelle, Madame la présidente. L'impact des nouveaux arrivants joue un rôle sur tous nos services que l'on offre. Vous savez que, à mon grand désespoir, il y a des gens qui partent d'Amérique du Sud, des Caraïbes, qui traversent les États-Unis à pied, avec leurs enfants, qui arrivent au Québec, et parce qu'ils n'ont pas à cause de leur état, la DPJ est appelée et doit intervenir dans ces cas-là. Alors moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on intervienne avec les services sociaux, avec les organismes communautaires, qu'on modifie notre façon d'intervenir pour s'assurer que ces enfants-là puissent rester dans leur famille, Madame la présidente. C'est important. C'est important que notre façon de faire dans les choses soit différente. Nous, ce qu'on souhaite, là, c'est que les gens qui arrivent au Québec contribuent à la société québécoise du mieux possible, et ça leur offrant le meilleur accueil et les meilleurs services possibles, incluant les services jeunesse, Madame la présidente. Première complémentaire. Président, je ne peux pas comprendre, je trouve inacceptable
la réponse du ministre qui reprend les propos du premier ministre en liant COVID, l'immigration à qu'est-ce qui s'est passé à Cité des Prairies. C'est complètement inacceptable. On a déjà perdu 3 ans depuis la nomination de Catherine Lemay. Le ministre l'a avoué lui-même qu'il a délaissé sa présence sur le terrain. Pourtant, c'est sa job. Peut-il au moins... La réponse du ministre. Bien, moi, je tiens à vous dire que quand je suis arrivé en 2018, là, il y avait 2 dossiers tout aussi dramatiques. Là, j'invite qui le veut d'aller chercher quels étaient ces dossiers, que je ne nommerai pas, par respect pour mes prédécesseurs, pour lesquels j'ai demandé une rencontre avec les DPJ en janvier 2019, là, avant le drame de Granby. Mais les DPJ m'ont dit que c'était la première fois de leur vie qu'ils rencontraient un ministre, Madame la Présidente. C'est ça la réalité. Le premier ministre qui a rencontré les DPJ au Québec, c'est un ministre de notre gouvernement, Madame la Présidente. Puis on a travaillé avec ça par la suite. Dans la loi, là, le rôle de la DNPJ, c'est d'animer cette table. Je lui ai laissé faire son rôle par respect. Deuxième complémentaire. Les recommandations du rapport Laurent n'avancent pas. La CAQ a refusé notre motion d'hier demandant d'assurer la mise en œuvre de toutes les recommandations. Pourtant, le ministre s'y était engagé à plusieurs reprises déjà. Qu'est-ce qui a changé? La CAQ pense vraiment que nos enfants vulnérables ont le luxe d'attendre? La réponse du ministre. Madame la Présidente, tu sais, on peut faire tout en même temps et tout échouer, ou on peut y aller de façon ordonnée, Madame la Présidente. Nous, là, la stratégie qu'on a utilisée, c'est de le faire en 3 phases. On a fait tout ce qui est en amont de la DPJ, on a fait tout ce qui est dans le processus interne de la DPJ, puis là, on est rendu au centre jeunesse. Je ne minimise pas l'importance de ce qu'on voit dans les centres jeunesse. On y travaille, on est rendu là. On a déposé le grand chantier des centres jeunesse cet été. On commence les réunions cet automne. Tout le monde va être impliqué. J'ai demandé que les syndicats soient impliqués, j'ai demandé que les intervenants soient impliqués, j'ai demandé que tout le monde qui veuille participer à améliorer la vie de nos enfants soit impliqué, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Lors de la nomination de Catherine Lemay à titre de directrice nationale de la protection de la jeunesse en mars 2021, le ministre a affirmé ce qui suit. Cette nomination est un important pas pour procéder à ces changements cruciaux. Et je suis persuadé que Mme Lemay, avec son parcours impressionnant au sein de nos équipes jeunesse et de ses grandes qualités de leadership, est la personne qu'il nous faut. Ça, c'est la décision du ministre qui l'a nommée, qui avait mis tous ses espoirs en elle, qui a été en fonction, Madame la Présidente, pendant plus de 3 ans et qui, cette semaine, soudainement, n'est plus du tout la personne qui devait être là pour remplir le mandat. Le ministre lui-même a reconnu qu'il avait cessé d'être présent auprès des directions de la protection de la jeunesse. Il a dit « c'est à refaire, je ferai différemment ». Le ministre, en ce sens-là, puis ça se dit en cette Assemblée nationale, n'a pas fait en sorte de faire son mandat, d'être responsable des services sociaux. Pendant ce temps-là, les cas se multiplient. Encore une fois, Mauricie, Centre du Québec, Cité des Prairies, à Laval, en Montérégie. Le ministre, lui, il a un ami. Le ministre, lui, a un ami qui s'appelle le premier ministre. Les jeunes vulnérables n'ont pas un ami qui s'appelle premier ministre. Question au premier ministre. Pourquoi le ministre est mieux protégé que nos jeunes? Silence, je vous prie, je veux entendre la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Disons que ça vole pas haut du côté du Parti libéral du Québec. Madame la Présidente, comme vient de l'expliquer le ministre responsable des services sociaux, puis comme l'avait proposé aussi Régine Laurent, il faut y aller dans l'ordre. Les centres jeunesse, ce qu'on appelle la DPJ, ça devrait être le dernier recours pour placer un jeune qui a des difficultés. Il faut d'abord faire de la prévention, il faut qu'il y ait des services de faire, entre autres dans les CLSC. Il y a eu une explosion du nombre de problèmes de santé mentale et
contrairement à ce qui a été dit tantôt, il y a un ensemble de raisons pourquoi il y a eu cette explosion. Il y a eu la COVID, il y a des problèmes malheureusement importants de consommation de drogue. Et oui, il y a des enfants, des demandeurs d'asile qui vivent des problèmes familiaux difficiles, puis il faut s'en occuper. Donc, Madame la Présidente, quand on gère, que ce soit dans le privé ou dans le public, on essaie de choisir les meilleures personnes. On essaie de se fier au CV des personnes. Je pense que dans la majorité des cas, ce qu'on a fait depuis 6 ans, ça a été des bons choix. Maintenant, il peut arriver, effectivement, qu'on se rende compte que certaines personnes n'aient pas toutes les qualités qui sont requises pour une tâche précise. C'était le cas de Mme Lemay. Première complémentaire. Puis pourquoi c'est pas le cas du ministre? Pourquoi c'est pas le cas du ministre? Qu'on se rende compte qu'il n'est pas la personne de la situation. Le premier ministre vient de dire, des fois, on nomme des gens qui ont des beaux CV, le ministre qui a un beau CV, qui semble être parfaitement compétent pour livrer des résultats, et il l'était à Benicio. Mais pourquoi le premier ministre n'applique pas cette bonne mesure-là? La directrice, elle est partie, Mme Lemay, elle a été congédiée. Quelle évaluation le premier ministre fait-il de son ami, le ministre? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, j'aurais aimé voir, ou j'aimerais voir, le chef de l'opposition officielle s'occuper des dossiers d'itinérance, des dossiers de santé mentale qui explosent, des dossiers des jeunes là, qui sont dans des gangs de rue. J'aimerais ça le voir. Mais de se permettre des commentaires comme ça sur une personne qui se dévoue au quotidien, je le vois aller, on le voit aller, il se démène pour nos jeunes. Je trouve ça vraiment déplacé, ce que fait le chef de l'opposition officielle. Pas de commentaires après les réponses. Deuxième complémentaire. Là, Madame la Présidente, là, on est rendu au cœur du problème. Moi, nous, de l'opposition officielle, on ne pourrait pas, on ne serait pas autorisé en cette démocratie et cette Assemblée nationale de remettre en question les résultats d'un ministre qui, pour nous, sont inacceptables et sont un échec. On n'aurait pas le droit, basé sur ce que le premier ministre vient de dire, de remettre en question le bilan du ministre et d'exiger des comptes et de demander au premier ministre de se demander si oui ou non son ami est toujours à la bonne place. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je trouve que le chef de l'opposition officielle est tellement mal placé pour donner des leçons de gestion. On l'a vu en fin de semaine. C'est le chaos dans son caucus. Hein? Il y a 2 ou 3 députés qui ont dit « On n'est pas d'accord avec ça, nous autres, fermer les écoles privées de tradition religieuse catholique. » Il y a eu 2 candidats à chefferie en fin de semaine qui ont dit « On n'est pas d'accord avec le chef par intérim du Parti libéral. » Donc, moi, je l'invite là, à se regarder dans le miroir avant de donner des leçons de gestion. Monsieur le leader. Madame la Présidente. Alors, je vous reconnais, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Quel est votre rappel au règlement? Je ne voulais pas me lever, Madame la Présidente, pendant l'échange parce que c'est un échange extrêmement important. Mais il y a 2 ministres, le ministre de l'Environnement et la ministre du Tourisme, qui nous ont mis au défi de vous poser la question parce qu'ils ont dit pas une fois, pas 2, cheap. Et il m'a mis au défi de me lever pour vous le demander. Je l'invite, s'il vous plaît, à respecter cette Assemblée et à retirer ces mots. Alors, je reconnais Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. J'ai entendu les mêmes choses. On m'a également regardé, on m'a aussi nargué pour vous demander de vous mettre au défi, de le voir s'il avait prononcé ces mots-là. Ça fait plusieurs fois que ces 2 ministres en particulier sont récalcitrants. Ils sont des tannants, Madame la Présidente. Il faudrait sévir, s'il vous plaît. Je suis debout. Gardez le silence. Alors, je vais reconnaître maintenant le leader du gouvernement. Brièvement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, le décorum en cette Assemblée puis le respect des collègues. Ce que le chef de l'opposition fait en méprisant un de ses collègues, le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Monsieur... Bon, non, là, je suis debout, vous vous asseyez tous les deux. Merci, messieurs. Alors là, je vais trancher. Maintenant, je vais vous apprendre un petit peu ce que notre règlement nous dit. Et naturellement, les gens de la table me l'ont appris avec toute leur expertise et leur jurisprudence. D'un, commencez par vous respecter les uns les autres. De deux, je ne peux que statuer sur les propos que j'entends. Mais ce n'est pas un chèque en blanc pour vous dire plein de choses et vous invectiver les uns les autres. Alors, à cet égard, je vous demande d'être respectueux et nous allons poursuivre dans le respect. Maintenant, nous en étions rendus, si je ne m'abuse, en question principale, au chef du deuxième groupe d'opposition. Je trouve ça drôle. Très drôle, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Non, président. Les directives de la présidente sont ridiculisées par les... Là, regardez, il y a des gens qui vous écoutent. Non, monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, vous pouvez vous asseoir. Les gens vous écoutent ici et vous voient. Vous êtes filmés. Messieurs, dames, gardez le silence. C'est votre période des questions. Et je vous souligne aujourd'hui... demeurez assis, je n'ai pas terminé. Je vous souligne aujourd'hui qu'il y a une question du député indépendant et que je vais sauvegarder son droit de parole et qu'on va se rendre jusque-là. Maintenant, vous demeurez respectueux les uns avec les autres et vous procédez, monsieur, allez-y avec votre question. Merci, Madame la Présidente. Des enfants aussi jeunes que 9 ans, placés en isolement derrière des barreaux au centre jeunesse de Laval. 3 ados qui tentent de s'évader du centre jeunesse de Québec armés de barres de fer. Dans le même centre, des jeunes qui déclenchent une émeute dispersée au taser et au poivre de Cayenne. 9 éducatrices suspendues ou congédiées pour inconduite sexuelle au centre jeunesse de la Cité des Prairies. À Laval, une éducatrice qui entretenait, je cite, des relations de séduction avec des adolescents a été embauchée après les faits dans un autre centre jeunesse, celui de la Cité des Prairies. En Montérégie, 3 employés qui démissionnent pour des inconduites sexuelles envers des jeunes depuis 2019. En Mauricie, la DPJ qui place des enfants en adoption sur la base de fausses informations. Les histoires se suivent et se ressemblent et le gouvernement du Québec est complètement dépassé par la situation. Ça fait 6 ans que le ministre des Services sociaux est responsable de la DPJ. Ça fait 6 ans, rien n'est réglé et ça va de pire en pire. Qu'est-ce qui fait croire au premier ministre que son ministre va réussir à faire en 2 ans ce qu'il a échoué à faire en 6 ans? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, ce que j'ai dit hier. D'abord, on vit au Québec, comme à beaucoup d'endroits dans le monde, une explosion de jeunes qui ont des problèmes graves. Toutes sortes de raisons. Suite de la COVID, problèmes de drogue, problèmes de gangs de rue, enfants de demandeurs d'asile. On a un ensemble de raisons qui font que partout, il y a une explosion, donc, de la demande de services. On a eu une commission parlementaire. Régine Laurent a fait une série de recommandations, a dit qu'il faut y aller dans l'ordre. Sur 10 ans, il faut d'abord s'assurer que la DPJ, les centres jeunesse, soit le dernier lieu où on envoie les enfants. Il faut d'abord essayer de s'occuper des familles, des jeunes, des problèmes de santé mentale dans les CLSC, être capable de faire de la prévention. Mais, Madame la Présidente, on a embauché des milliers de personnes. On a actuellement des postes qui ne sont pas comblés. Ça prend un certain temps pour former autant des intervenants là, avec de l'expérience. C'est certain qu'une éducatrice ou un éducateur là, qui sort de l'école n'a pas la même expérience que quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans le réseau. Même chose du côté de la supervision. Je pense que le ministre responsable des services sociaux, dans le contexte actuel, il
fait le maximum de ce qui est possible de faire, mais on va continuer, Madame la Présidente, d'aider nos jeunes. Première complémentaire. Pardon. Le ministre responsable de la DPJ a reconnu qu'il ne faisait même pas une rencontre par mois avec la personne responsable de la DPJ. Ce n'est pas exactement ce que je qualifierais de travail maximum. Ça fait 6 ans qu'il est aux commandes et la situation s'empire. Pourquoi le premier ministre pense-t-il que ce même ministre va réussir à faire en 2 ans ce qu'il a échoué à faire en 6 ans? La réponse du premier ministre. Bon. D'abord, ce qui vient d'être dit est inexact. Le ministre responsable des services sociaux rencontrait la directrice nationale à chaque semaine. Donc, vous voyez encore, là, c'est le même chef qui disait hier, ça ne dérange pas le premier ministre du Québec que des enfants ne mangent pas. C'est rendu là le niveau des débats au Québec. C'est rendu là la nouvelle façon de faire de la politique avec le jeune chef du Québec solidaire. Puis je ne sais pas si ça va être mieux avec la co-chef qui va s'ajouter, mais Madame la Présidente, je pense qu'il faut être capable de regarder la situation, de voir que c'est difficile actuellement du côté des... Deuxième complémentaire. Premier ministre a assez peu de leçons à donner sur le ton des débats en cette Chambre, Madame la Présidente. Il n'a pas répondu à ma question. La situation à la DPJ s'empire. Le ministre est aux commandes de ce réseau depuis 6 ans et ça s'empire. Il reste 2 ans à son mandat. Comment le premier ministre peut-il penser que ce même ministre va réussir à faire en 2 ans ce qu'il a échoué à faire en 6 ans? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il faudrait être de mauvaise foi pour dire que la situation ne s'est pas améliorée du côté de l'itinérance. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'on n'a pas, dans les dernières années, traité beaucoup plus de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale que les années... Monsieur le leader du deuxième groupe. Le parlementaire avec le plus d'expérience ici devrait le savoir. Monsieur le leader du gouvernement. La présidente, le premier ministre n'a pas traité personne de mauvaise foi. Il a dit qu'il faudrait être de mauvaise foi, Madame la présidente. C'est dans le contexte, Madame la présidente. Les mots doivent être dans un contexte. Vous devez l'analyser en ce sens-là, Madame la présidente. Alors, je vais simplement... Vous trouvez ça drôle là-bas? Ça arrive beaucoup, Madame la ministre. Je voudrais nous assurer, il est vrai qu'on n'a pas accusé directement une personne d'être de mauvaise foi. Cela dit, ne faisons pas indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement, mais soyons respectueux dans nos échanges et poursuivons. Monsieur le Premier ministre, il vous reste 22 secondes. Oui, Madame la Présidente, il y a 500 000 personnes et plus qui travaillent dans les réseaux publics. Il y a une hiérarchie, il y a des sous-ministres adjoints, des directeurs nationaux. Je sais que le chef de Québec solidaire n'a peut-être pas eu l'occasion d'être au gouvernement, mais on ne peut pas s'attendre à ce que... En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. J'ai été très clair avec le ministre hier. Le départ de Mme Lemay était la seule chose à faire, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hier, on a entendu le ministre en débat d'urgence, mais personne au Québec n'a été rassuré par ses explications. Il n'a convaincu personne. Pire, on apprend ce matin qu'il rejette du revers de la main un rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui demande d'urgence de fermer le Mont-Saint-Antoine, qui conclut que les droits des enfants dans ce centre sont lésés. Il n'y a pas d'eau chaude, les enfants ne prennent pas leur douche, il pleut à l'intérieur, les murs sont pourris. Des conditions de vie pareilles, Madame la Présidente, normalement, ça ferait l'objet d'un signalement à la DPJ. Mais un problème, c'est un établissement de la DPJ. Hier, j'ai offert une dernière chance au ministre. Aura-t-il le courage de venir s'expliquer aux Québécois et aux Québécoises en commission parlementaire? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de
c'est Henri Sainte-Anne pour sa question, mais il faut quand même le faire, Madame la Présidente. Hier, on me disait que je n'agissais pas dans l'urgence, que je ne voyais pas l'urgence d'agir, et là, on me reproche d'avoir agi de façon urgente avec le dossier du Mont-Saint-Antoine. Quand même spécial, Madame la Présidente. Alors, on parlait de changement de culture, de l'importance d'aviser le ministre rapidement. Alors, je salue le CIUS Centre-Sud qui m'ont contacté avec l'exposé factuel de la CDPDJ et je suis allé vérifier de mes propres yeux une visite de 2 heures dans toutes les unités du Mont-Saint-Antoine que les rénovations qui devaient être faites ou qui devaient être faites ont été faites, Madame la Présidente. Les toits, les toilettes, les murs, j'ai tout inspecté, Madame la Présidente. Et pour être sûr qu'il y ait transparence, on avait avec nous Mme Gagnon, qui avait déjà visité le site, qui avait des photos avec elle pour me prouver l'état d'avant de la situation. Madame la Présidente, c'est important. J'ai demandé au CIUS d'avoir une rencontre rapidement avec la CDPDJ pour confirmer que tous les changements ont été effectués. Première complémentaire, et je reconnais pour ce faire le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. En mai 2019, j'ai accepté de siéger sur la commission Laurent. Regardez bien autour de vous, Madame la Présidente, je suis le seul député dans cette Chambre qui a signé les rapports de la commission Laurent. Pas le ministre, pas le Premier ministre. C'est pour ça que je suis dans l'obligation de me lever aujourd'hui, Madame la Présidente. Je sens que la CAQ a tabletté les rapports de la commission Laurent. Cette négligence est inacceptable. En tant qu'ex-commissaire de la commission Laurent... Réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci. Tabletter le rapport. Je vous ai dit, je rencontre le comité de suivi pour leur montrer tout ce qu'on a fait. Maintenant, les choses, là, ça ne se fait pas comme ça. Mais quand on fait des changements structuraux, Madame la Présidente, dans la façon dont nos services fonctionnent, bien, le changement finit par arriver. Alors ici, on a la courbe de santé mentale de nos jeunesse, nos listes d'attente. Ça s'est-tu déjà vu une diminution de plus de 60 % des listes d'attente en santé mentale jeunesse au Québec? Hein? Il y en a qui pensent que ça ne m'intéresse pas, que je ne m'en préoccupe pas, que je ne veux pas que les choses s'améliorent. Eh bien voilà, Madame la Présidente, on n'a pas mis de band-aid, nous autres. On fait des changements structuraux en profondeur dans un système qui ne marchait pas avant qu'on arrive. Vous connaissez la règle? Pas de bravo. Deuxième, et gardez le silence. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, le ministre nous dit qu'il agit dans l'urgence. Ça fait des mois que la CDPDJ enquête sur Mont-Saint-Antoine. Des enquêteurs spécialisés sont allés sur le terrain et ont conclu avec des experts qu'il y avait des lésions de droit. Mais non, une visite de 2 heures du ministre, puis tout ça, ça s'efface. Voyons donc, je le répète, aura-t-il le courage de venir s'expliquer en commission? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, Madame la Présidente, on a lu la liste de l'exposé factuel des changements qui doivent être effectués. On a visité site par site, porte par porte, étage par étage, pour voir ce que ces changements avaient été effectués. Et tout ce qui doit être fait devra être fait avant une prochaine rencontre avec la CDPDJ. Les mêmes experts. Oui, ça va être fait de façon adéquate. Il faut que le CIUS explique les changements qui ont été faits, confirme que c'est adéquat pour la CDPDJ. Et c'est comme ça qu'on veut fonctionner par la suite, Madame la Présidente. Il faut que les gens soient au courant des changements. On veut plus de transparence au niveau de la DPJ. Je pense qu'on veut tous la même chose, le meilleur pour nos enfants. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Arrivée à seulement 10 ans, j'ai pas eu la chance de faire le choix du Québec, mais j'ai eu l'immense privilège de choisir sa langue et sa culture. Puis ça, c'est pas arrivé par hasard. Si je suis ici devant vous, c'est que le système québécois m'a permis, à moi et à ma famille, d'avoir accès à des cours et à des profs de français. Et nous avons appris plus que la grammaire et l'orthographe. Nous avons découvert une société fière de son histoire et de son accent, qui réussit à fleurir malgré les difficultés. Bref, un pays sans pays qui nous a rappelé notre chère Palestine. Malheureusement, le démantèlement caquiste des classes de francisation défait les avancées
que le Québec a fait pour protéger la langue française. Est-ce que le ministre peut arrêter de démanteler les cours de francisation, un outil essentiel à la protection de notre langue? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'évidemment, ma collègue est un exemple pour les gens qui arrivent au Québec et qui apprennent, maîtrisent et aiment la langue française. Je salue son engagement à cet égard-là. Je veux quand même dire qu'on ne peut pas parler de démantèlement de cours de français par notre gouvernement. C'est tout le contraire. Nous sommes le gouvernement qui avons adopté la loi 96, qui avons créé le poste de commissaire à la langue française, le ministère de la langue française et créé Francisation Québec. À notre arrivée, on francisait environ 20 000 personnes par année. L'an passé, ça a été environ 76 000. Cette année, on devrait faire encore plus. Alors, je ne pense pas qu'on peut parler de démantèlement d'aucune manière. Et je signale que le budget qui est dévolu à Francisation Québec et donc au cours de français est plus élevé cette année que l'an passé. En fait, il est plus élevé que jamais dans l'histoire du Québec. Donc, on peut voir ici quelques tableaux qui montrent ceci. Le nombre de groupes ouverts par le ministère de l'Immigration, Intégration et Francisation est en augmentation. Et même quand on compare saison par saison, on voit qu'il y a une hausse qui est constante. Une fois qu'on a un nombre de groupes ouverts qui est plus élevé, bien évidemment, le nombre d'élèves est en croissance. Pourquoi? Parce que le budget est aussi en croissance. Complémentaire. Madame la Présidente, le ministre peut me montrer les tableaux qu'il veut, peut se justifier. Les faits sont clairs. Les classes de francisation ferment en ce moment. Fermer des classes de francisation, ça menace la protection du français au Québec. Je veux interpeller le ministre de l'Éducation. Je le sais que c'est un amoureux de la langue française. Alors, j'aimerais ça qu'il me dise ce qu'il pense du fait que dans sa propre circonscription, il y a beaucoup de classes qui ferment, à peu près plus de classes. Qu'est-ce qu'il répond aux gens de son comté? Et moi, je vous dis que ce n'est pas un tableau didactique, la réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai déjà expliqué dans les semaines précédentes que le budget du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dévolu à Francisation Québec est plus élevé cette année que les années passées. Le budget qui est envoyé au Centre de services scolaires, qui est une fraction du budget de Francisation Québec, je le précise, le budget envoyé au Centre de services scolaires est égal cette année avec les années passées, mais il est plus élevé cette année que jamais dans d'autres réseaux aussi. J'invite ma collègue à être bien attentive parce qu'on va annoncer des ouvertures et des augmentations d'offres de cours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Comme je l'ai dit depuis la dernière semaine, on feint la surprise, mais je ne fais que répéter. Deuxième, complémentaire. Il y a 2000 élèves qui n'ont plus de classe de français. Il y a des profs qui sont en train de perdre leur emploi en francisation. C'est une expertise qu'on est en train de perdre. Les faits sont clairs. C'est pas demain matin ou plus tard qu'on va avoir des cours, c'est aujourd'hui. Le français, là, c'est la porte d'entrée à la culture québécoise. Quand on se dit qu'on est un gouvernement nationaliste qui aimons le français, qui faisons des publicités pour le français, bien, c'est pas suffisant. C'est les actions qui comptent. Quand est-ce que le ministre va reculer et arrêter de couper des cours de français? Il y a des coupes. La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, je suis content de voir que non seulement ma collègue réussit puis elle défend bien la langue française, mais que sa formation est maintenant nationaliste. Ça devrait faire la une un peu partout. C'est un changement qui est majeur. Je salue ce changement-là. Québec solidaire nationaliste. C'est une nouvelle. Ceci dit, non, elle me corrige. Non, on n'est pas nationaliste, mais il faut des actions nationalistes dans un parti qui n'est pas nationaliste. C'est parfait. Expliquez-vous, là. Le Parti québécois, il y a ses contradictions. Le Parti libéral de la misère à se gérer, puis QS vient de changer. C'est le fun. On regarde ça aller. En question... Un peu de silence, je vous prie. En question principale, je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le ministre l'a avoué lui-même. Il convient qu'il avait arrêté de faire des suivis avec les DPJ du Québec parce que la directrice nationale, dit-il, s'en occupait. Il avait pris une certaine distance, comme si la nomination d'une directrice nationale le dégageait de ses responsabilités depuis 3 ans et demi. Maintenant qu'il a démissionné, la directrice nationale, il affirme qu'il va se rasseoir avec sa successeur pour être au courant de ce qui se passe sur le terrain. Il y avait donc une déconnexion. Si on comprend bien, il découvrait avec nous dans le journal l'accumulation des scandales, semaine après semaine, mois après mois,
à la DPJ. Falsification de dossiers, faux témoignages pour retirer des enfants à leur famille et les placer, conditions carcérales ou insalubres dans les centres jeunesse, inconduite, agressions sexuelles, les plus récentes à Cité-des-Prairies, puis à Laval et en Montérégie. Ces scandales qui brisent des vies et qui minent la confiance du public. Quel est le plan de match du ministre pour rétablir la confiance dans la DPJ? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député des Îles-de-la-Madeleine pour sa question qui va me permettre de clarifier. Effectivement, je m'asseyais auparavant de façon mensuelle à la table des DPJ, rôle qui était pris en charge par la directrice nationale. Mais c'est sûr que je parlais à chaque semaine, ce n'est pas à chaque jour, à la directrice nationale de la protection de la jeunesse par la suite. Il ne faut pas modifier ou mal comprendre les choses. Là. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement, avec la prochaine nomination, c'est de rapprocher le poste de la directrice nationale de la population et des DPJ. Ce que ça prend, Madame la Présidente, le changement de culture, ça prend de la transparence. Il faut montrer qu'on offre suffisamment de services en amont à la DPJ et après la DPJ pour ne pas avoir à mettre un voile autour de ce qui est fait. Madame la Présidente, nous, ce qu'on veut, c'est lever tout simplement tous les actes, expliquer ce qui se fait, montrer où on s'en va et s'assurer que la population soit en confiance. Parce que la réalité, c'est qu'on veut améliorer les services pour tous nos jeunes. Première complémentaire. La population est en confiance quand on sent que le ministre prend ses responsabilités. On parle d'un changement de culture. Est-ce qu'il y aura un changement d'approche? Le ministre dit qu'il n'avait plus confiance envers la directrice nationale qu'il avait nommée, 2 fois plutôt qu'une. Depuis quand? Comment s'est traduit cette baisse ou cette perte de confiance ces derniers mois? Ou est-ce que c'est simplement parce que l'accumulation de scandales, c'était trop et qu'il fallait trouver un bouc émissaire? La réponse du ministre. Pas du tout, Madame la Présidente. En fait, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, là, en amont de la DPJ, pour diminuer le nombre de signalements, pour faire de la prévention, pour que les choses soient prises en charge le plus rapidement possible, ça s'est fait de façon harmonieuse. Puis je vous ai montré un résultat. Je peux vous en montrer d'autres. Les signalements ont cessé d'augmenter au Québec l'année dernière, ont même diminué. Les listes d'attente à la DPJ sont au plus bas qu'elles ont été depuis la pandémie. Donc, les résultats commencent à être là. Même chose au niveau du type d'intervention qu'on fait. Avec des programmes comme Ma famille, ma communauté, on a diminué de 700 placements dans la dernière année en les gardant dans leur famille, dans leur communauté. Donc, maintenant, il faut faire la même chose avec les centres jeunesse et laisser... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le poste de la directrice nationale comporte plusieurs responsabilités, notamment de s'assurer que les pratiques et les standards soient absolument exemplaires, ce qui n'a pas été le cas depuis 3 ans et demi à sa face même. Comment le ministre va-t-il s'assurer, non pas d'agir en amont puis d'injecter plus d'argent, s'assurer que les pratiques à la DPJ soient exemplaires? La réponse du ministre. Mais je pense que depuis un mois, on envoie des signaux clairs, Madame la Présidente. Quand on a eu un doute sur Maurice Centre du Québec, ce n'est pas des intentions administratives qu'on a mis sur la table. On a mis la DPJ, Centre Maurice du Québec, sous tutelle. Même chose avec les épisodes de scandales sexuels, Madame la Présidente. On a lancé des enquêtes policières, on a congédié les gens qui devaient être congédiés, et tous ceux qui ont participé à ce scandale auront droit aux conséquences à la hauteur de ce qui a été fait, Madame la Présidente. On prend les choses très au sérieux. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés qui va trancher également, et c'est pour ça qu'on a demandé de changer la directrice nationale. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député indépendant qui pourra poser toutes ces questions. En question principale, voici le député de Saint-Jérôme. Madame la Présidente, dans le budget 2021-2022, le ministre des Finances a mis sur pied un programme de transition salariale pour le personnel soignant dans les RPA, soit des primes qui leur permettent d'offrir une rémunération compétitive au coût d'environ 336 millions de dollars. Ce programme temporaire de transition implique d'avoir une année de référence pré-pandémique.
toutes les RPA ouvertes depuis n'en bénéficient pas, mais elles ne luttent pas à armes égales. Leurs compétiteurs, eux, en reçoivent de cette aide. J'ai rencontré Maxime et François qui ont ouvert une RPA de 9 places à Saint-Jérôme, très chaleureuse et avec des ententes conclues avec le CESE-Laurentides. C'était leur rêve, ils y ont mis beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, avec le fardeau réglementaire très lourd, les frais qui augmentent, les salaires qui sont élevés, la rareté relative du personnel soignant, ils y arrivent très difficilement. Alors, les grandes RPA en bénéficient. Maintenant, ça a été élargi et je voudrais savoir si d'ici à ce qu'il se termine peut-être, ce programme, le ministre des Finances mettra-t-il fin à La réponse du ministre des Finances. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est certain que la situation des résidences pour aînés est extrêmement difficile. Puis on prend cette situation-là très au sérieux. On est en discussion constante avec leur association, la ministre des Aînés, le ministère, je les ai moi-même rencontrés. On les aide au niveau des assurances pour les administrateurs et dirigeants, au niveau des gicleurs, au niveau des services. On a même une aide supplémentaire pour les rénovations et on a un programme de subvention salariale. Puis je rappelle qu'on parle d'entreprises privées, là. Et on est conscient que la bonification que nous avons faite aux employés du secteur public crée une pression additionnelle au niveau des résidences privées pour aînés. Alors, c'est pour ça que nous avons pris la décision ensemble de bonifier le programme qui devait expirer le 31 mars 2024, puis on l'a prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Et ça va permettre, avec le comité que dirige la ministre responsable des aînés, de s'attaquer à la problématique que le député de Saint-Jérôme souligne aujourd'hui. Première complémentaire. Évidemment, on est à un mois d'une mise à jour, moins d'un mois d'une mise à jour. Moi, c'est vraiment la question de l'inéquité entre les nouvelles RPA qui veulent contribuer et cette subvention qui est donnée de façon finalement discriminatoire. Il me semble qu'on peut rétablir aussi l'équilibre en diminuant progressivement cette subvention, comme c'était prévu, plutôt que de la maintenir à 100 % jusqu'à sa fin supposée du 31 décembre 2026. La réponse du ministre. Madame la Présidente, mais si c'était le seul problème auquel fait face les résidences pour aînés, bien, ça me ferait plaisir de le régler, puis on passerait à autre chose. Malheureusement, on a des enjeux au niveau des assurances, au niveau de l'entretien des bâtiments, au niveau des gicleurs, au niveau des services qui sont offerts, au niveau de la compétitivité des salaires dans leur ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on a un comité de travail interministériel qui se penche sur l'ensemble de ces questions. Et la problématique qui est soulignée ici, elle est connue, elle est importante. L'association nous en a parlé. La ministre des Aînés dirige le comité interministériel qui s'occupe de ces questions. Et deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je pense qu'on se comprend, mais j'ai besoin de savoir, alors peut-être que le comité va se rendre à un avis bientôt, mais moi j'ai besoin de comprendre que pour un parti qui était censé défendre les entrepreneurs à qui on met des bâtons dans les roues, des RPA qu'on a dans tous nos comtés, est-ce qu'on peut au moins alléger le fardeau pour pouvoir diminuer le besoin de subventions? La réponse du ministre. Oui, mais Madame la Présidente, là, les bâtons dans les roues, je pense que c'est un abus de langage, là, parce qu'on met plus de 900 millions pour aider. On a mis plus de 900 millions, puis là, je ne parle pas du 750 millions dans le crédit d'impôt maintien à domicile. Alors, c'est une problématique qui est complexe. Il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. On les aide pour les assurances, les gicleurs, l'entretien des bâtiments, les salaires, les services. On va continuer. La ministre responsable des aînés s'occupe de ce problème. C'est un problème qui nécessite un travail interministériel. La problématique que vous soulignez, elle est connue, elle est réelle. On va s'en occuper. Voilà, c'est là met fin à la période de questions et de réponses orales.